Voilà, bonjour à tous. Nous allons commencer. Tant pis pour les retardataires. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Merci aussi d'avoir participé à cette table ronde. Nous allons aujourd'hui, au cours de cette table ronde, parler du sujet qui est la cybersécurité dans les PME, qui est un sujet, comme vous le savez, majeur. Certains d'entre vous sont des PME, d'autres travaillent avec des PME, donc vous connaissez certainement l'amplitude du problème. Et j'ai le plaisir de pouvoir animer cette table ronde. Mon nom, je m'appelle Laurent Glenzer, je travaille chez Lemon Opération. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais surtout, les héros de la fête aujourd'hui, c'est l'équipe de Microsoft, donc, qui est ici présente et qui se présentera au fur et à mesure des interventions. Et j'ai aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir Mathilde Buteau, qui est présidente de Bechtle, et qui se présentera aussi tout à l'heure pour témoigner d'une offre qu'ils ont mis en place. Cette table ronde se déroulera en deux temps. Un premier temps sur lequel nous allons parler essentiellement de la cybersécurité et des PME. Pourquoi est-ce qu'on est confronté à ce problème? Quelle est l'envergure de ce problème? Quelles sont les solutions indépendamment de Microsoft qui sont apportées à ces PME? Et puis la deuxième partie, on va se recentrer naturellement autour de Microsoft, pas simplement des offres produits, mais on le verra aussi, des programmes que Microsoft met en place pour accompagner ses partenaires dans la mise en place de services et de solutions de protection complète pour les PME. Voilà. Et donc, ce sont tous ces sujets-là que nous allons aborder. La table ronde durera environ 1 heure, mais il y aura le temps, à l'issue de cette heure de table ronde, de pouvoir répondre à vos questions, écouter vos commentaires, vos remarques, pour qu'on puisse interagir. Et pour commencer, je vais avoir le plaisir de passer la parole à Carole Sénéchal. Carole, est-ce que tu veux d'abord sans doute te présenter? Merci Laurent. Donc oui, Carole Sénéchal. Donc moi je suis responsable de la stratégie pour les petites et moyennes entreprises cybersécurité chez Microsoft et j'ai un rôle monde. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur le sujet et comment sécuriser nos tissus de SME en France. Voilà, responsable cybersécurité au niveau mondial. Et Carole, alors justement, puisqu'on parle des PME, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le problème que l'on a vraiment en matière de cybersécurité et des PME? Oui, alors effectivement, le problème qu'on a, c'est que les cyberattaques, comme vous le savez, augmentent de manière exponentielle et que c'est très compliqué pour les clients de faire face à cette augmentation qui est juste incroyable. Il n'y a qu'à regarder les titres des journaux pour voir tous les jours les impacts des ransomware, de l'espionnage et l'utilisation même de la cyberdéfense comme une arme pour déstabiliser nos États. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez aussi, vous l'avez sans doute constaté, la cybersécurité n'est plus un sujet informatique en fait. C'est plus un sujet IT, c'est un sujet qui concerne tout le monde et on voit dans le monde entier également que toutes les entreprises, mais également les gouvernements, ont un focus très particulier et une attention particulière sur ces cyberattaques qui croît de manière exponentielle et aussi sur le fait qu'elles attaquent principalement aussi les SME, donc les petites et moyennes entreprises. Alors, d'ailleurs, en France... Tu as quelques chiffres un peu à nous donner là, un peu sur l'envergure du marché à peu près, ou du problème? Exactement. Donc, en fait, pour illustrer mon propos, je vais partager avec vous quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Mais en France, déjà, d'ici 2030, notre gouvernement a l'intention d'investir 1 milliard sur le sujet. Donc c'est vraiment un vrai sujet, la cybersécurité en France aussi. Hein, et c'est pris de manière très sérieuse. Donc au niveau mondial, tout d'abord, il est important de constater que 99% des entreprises dans le monde entier sont issues du SME. Souvent, on oublie ce chiffre parce qu'on parle très souvent que des grandes entreprises. Mais si on regarde ces chiffres au niveau mondial, c'est 99% de l'économie mondiale, ce sont des petites et moyennes entreprises. Et dans ce chiffre-là, seulement 14% aujourd'hui sont dites prêtes à subir une cyberattaque. Donc on voit le potentiel voilà, qu'il y a entre les deux. Ça, je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce que je pense qu'on l'oublie. S'il y a certains d'entre vous qui attaquent aujourd'hui ce marché de la cybersécurité,
très souvent, en fait, on l'attaque sous l'angle des grosses entreprises, etc. Et je pense que ce que dit Carole est super important, c'est-à-dire de se rappeler que les PME, ça veut dire les entreprises entre 1 et 300 salariés, et c'est à peu près linéaire selon les pays au niveau mondial, ça représente 99%, comme tu le dis, des entreprises. C'est énorme. Donc ça veut dire que quand on s'attaque aux plus grosses entreprises, de plus de 300 salariés, ben on s'attaque simplement aux entreprises qui font moins de 1% des entreprises. Et donc quand on voit effectivement, comme Carole le disait à l'instant, que 14% des 99 entreprises sont insuffisamment protégées, effectivement, ça permet vraiment de comprendre ce problème. Et Carole, ce problème, est-ce qu'il est plutôt en augmentation, en régression? Comment tu le vois? Non, alors justement, il y a quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc on a une augmentation du ransomware, comme vous le savez. Les derniers chiffres montraient 300% d'augmentation du ransomware au niveau mondial. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les ransomware qui aboutissent, donc celles qui réussissent, ça diminue ces 2 dernières années, donc ça c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, 50% de ces ransomware sont pour les SME. Donc ces entreprises-là sont plus ciblées que les autres. Également, 60% de ces entreprises avouent avoir une attaque dans les 12 derniers mois. 60%. 61% avouent aussi vouloir changer éventuellement de fournisseurs d'informatique pour avoir des solutions qui répondent plus à leurs besoins et qui sécurisent mieux leur business, puisqu'elles se rendent compte qu'elles sont plus vulnérables que les autres. On a aussi un tiers de ces entreprises qui avouent que ces cyberattaques arrivent principalement par le hameçonnage ou le phishing. Donc ça, c'est quand même une des causes statistiquement les plus importantes. Et on a plus de 66% de ces entreprises-là qui, malheureusement, ferment leur business 6 mois après une cyberattaque. Donc ça aussi, c'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors malgré ça, il n'y a que 10% des entreprises du secteur qui ont souscrit à une cyberassurance. Donc même si elles sont conscientes qu'il y a un vrai risque, la cyberassurance, c'est quelque chose qui n'est pas encore développé ou qui n'est pas encore dans les habitudes et dans les gènes, je dirais, de l'écosystème. Alors après, au niveau vitesse, tu parlais de vitesse, Laurent. Oui, on voit l'ampleur de ces cyberattaques, comme je disais, qui augmente de manière exponentielle. Et notamment, on voit que l'attaque par les mots de passe, on est passé de 3 milliards à 30 milliards en 1 an. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur du problème. Également, chez Microsoft, notamment, on suit 300 groupes d'acteurs actifs cyberattaqueurs. On en suivait 200 l'an dernier. Donc en 1 an, plus 100 acteurs sont arrivés et sont suivis par Microsoft de manière systématique. Et à cela, on rajoute la complexité. On se rend compte que dans les systèmes l'écosystème, il y a énormément d'outils. On dit en moyenne qu'il y a à peu près 80 outils de cybersécurité qui opèrent entre eux dans une entreprise. Donc on voit que ça devient de plus en plus compliqué aussi pour les entreprises de faire travailler et de faire opérer tous ces outils ensemble et de manière efficace pour une bonne protection de l'entreprise. Alors, si on rajoute à ça la pénurie dans l'emploi, vous savez que, je ne vais pas vous apprendre qu'il est très compliqué de recruter en cybersécurité. On a 4 millions de jobs ouverts dans le monde, non pourvus. Donc on a un vrai enjeu d'attirer des talents, de former des gens dans la cybersécurité pour effectivement avoir des référents cybersécurité dans nos organisations. On a aussi la croissance de l'IA, qui est un facteur important. Il y a aussi un tiers de notre écosystème du SME qui a très peur de l'utilisation, d'une mauvaise utilisation des données suite à une mauvaise utilisation de l'IA, quelque part. Donc on va avoir une vraie responsabilité de comment je sécurise l'IA. Ça va être aussi un vrai sujet. Et puis pour finir, je dirais, Laurent, que si la cybercriminalité était une économie en soi, eh bien, ça serait la 3e plus grosse puissance mondiale derrière les États-Unis et la Chine. On estime ce chiffre-là à 8 trilliards de dollars. Donc on est en train de dire que la cybersécurité, c'est la 3e plus grosse puissance économique mondiale et qui croît plus vite que les top 20 PIB du monde. C'est hallucinant. Donc voilà, c'est juste pour donner quelques chiffres au niveau mondial. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas simplement
un business, etc. Mais c'est une vraie responsabilité collective que nous avons, nous, au niveau de nos économies, pour pouvoir justement répondre à ce problème qui ne cesse de s'amplifier, qui ne cesse d'augmenter. Alors, justement, je voulais te poser quand même la question, Carole, est-ce que malgré tout, les PME se protègent malgré tout? Comment est-ce qu'il y en a quand même qui se protègent? Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure en introduction, on parle essentiellement aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité sur les PME, le choix que nous avons fait, c'est de nous focaliser essentiellement sur la protection de l'utilisateur. Donc ça veut dire des outils qu'il utilise, etc., au détriment des infrastructures. On pourra bien sûr parler tout à l'heure dans la deuxième partie un peu plus de la protection des infrastructures, mais le sujet, parce que c'est là que vient la menace, elle est d'abord sur l'utilisateur. Alors justement, Carole, est-ce qu'aujourd'hui les PME se protègent malgré tout? Alors oui, elles se protègent, mais avant d'expliquer un petit peu comment elles se protègent, j'aimerais aussi quand même donner une perspective sur les chiffres européens et français. Parce que voilà, je vous ai donné un peu les chiffres mondes, mais en Europe, on suit exactement la même tendance, donc ça, il faut le savoir. Et on a notamment, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en Europe, on a NIS 2 qui arrive, cette loi de régulation qui va nous aider et qui va permettre de faire en sorte qu'on soit meilleur et qu'on réponde justement à toutes les contraintes de mise en conformité qui vont nous permettre de créer une cyber-résilience, mine de rien, dans le tissu des petites et moyennes entreprises. Et si maintenant je parle rapidement de la France, avant de lister un petit peu les domaines dans lesquels on est plutôt bon, la France, c'est aussi 99% de tissu PME, c'est un secteur qui est très dynamique. On a plus de 4 millions d'entreprises de ce secteur. Et rien que sur l'année dernière, on a créé plus d'1 million de nouveaux business dans le secteur du SME. Donc on a un tissu économique qui est très, très, très actif au niveau du SME. Mais on reste 80% des cibles des cyberattaques en France, c'est le SME. Voilà, 80%. Donc c'est un sujet vraiment, je dirais, qui est essentiel pour une petite et moyenne entreprise. C'est vraiment de s'attaquer au sujet. Alors maintenant, pour répondre à ta question, Laurent, oui. Qu'est-ce qu'on voit dans ces entreprises? C'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, 80% de ces entreprises ont mis quand même en place des mesures de cyber-résilience. Et notamment, on voit arriver un petit peu dans le ranking, si je puis dire, l'antivirus, évidemment, qui arrive en première position, la sauvegarde des données à l'extérieur, les mesures de protection des locaux et des matériels, les dispositifs de formation, comme on le disait tout à l'heure. La plupart des cyberattaques arrivent aussi par l'employé, par une méconnaissance des outils, du sujet, et donc par une faille finalement de l'employé. Donc la formation des collaborateurs est essentielle sur ce sujet-là. Et puis après, le MFA, donc Multi-Factor Authentication, on commence à le voir aussi arriver et mis en place dans les entreprises. La désignation d'un référent, mais là, ça dépend de la taille de l'entreprise. Tout le monde ne peut pas se payer le luxe d'avoir un référent cybersécurité dans une petite entreprise. Mais voilà, malgré tout, ça reste un sujet, Laurent, où la moitié des clients de ce secteur-là ont peur encore de se faire cyberattaquer et ce chiffre augmente. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi les attaques visent aujourd'hui les PME en particulier? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue global, ces entreprises-là, évidemment, sont moins au courant, elles sont moins formées sur ces sujets-là. Voilà, du fait de leur organisation et du fait qu'elles n'ont pas forcément de référent cybersécurité chez eux. Mais on voit quand même 6 raisons principales pour lesquelles elles sont principalement attaquées. Alors, la raison numéro 1, c'est pour des raisons de budget, finalement, et de ressources limitées. Comme on le disait, dans ces entreprises, très souvent, on n'a pas de référent cybersécurité. Des fois même, il n'y a pas de responsable informatique ou IT. C'est le patron, le CEO, le patron de l'entreprise qui va prendre à bras-le-corps ces sujets-là et qui va les traiter. La raison numéro 2, c'est plus le manque de sensibilisation. Donc, comme on le disait, la formation des utilisateurs et faire en sorte qu'ils soient bien au courant de comment on utilise les outils, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et notamment, on le disait tout à l'heure, le hameçonnage, le phishing arrive très régulièrement dans ces entreprises-là. Le manque d'update des PC et du parc PC en général, y compris les téléphones. Et puis, tout ce qui est lié à l'identité et au mot de passe. Voilà, ce sont vraiment des sujets sur lesquels les petites et moyennes entreprises sont souvent plus vulnérables que les autres. En troisième raison, je dirais les mesures de sécurité sont souvent insuffisantes également. C'est-à-dire que ces entreprises-là, elles ont mis en place peut-être juste l'antivirus et elles se disent « bon, c'est bon, moi j'ai un antivirus, tout va bien ».
Mais non, en fait. Comme vous le savez, il y a plusieurs moyens de points d'entrée pour aller attaquer une entreprise. Donc, il faut vraiment avoir un plan de remédiation qui couvre tous les sujets, qui couvre les réseaux, qui couvre l'infrastructure, qui couvre les applications, qui couvre les mots de passe, etc., etc. Donc, c'est souvent aussi de par ce biais que l'entreprise croit qu'elle est protégée, mais elle n'est pas protégée. 4, ces PME souvent servent de point d'entrée pour les grandes entreprises. On est tous fournisseurs ou acheteurs ou vendeurs ou partenaires avec des entreprises plus grandes. Et d'ailleurs, Nice 2 a mis très bien le focus sur ce point-là en parlant de l'importance de la chaîne de valeur et comment sécuriser sa chaîne de valeur sur tous les différents aspects, acheteurs, fournisseurs, etc. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui refusent de travailler avec des fournisseurs parce que ces fournisseurs ne respectent pas ou ne répondent pas aux lois de conformité demandées par la cybersécurité. Donc ça devient un sujet vraiment très important. Raison numéro 5, elle gère moins bien aussi les aspects du télétravail. On a vu depuis notre épisode Covid que le télétravail était de rentrer dans les mœurs. Ça a explosé en termes de chiffres, mais les mesures n'ont pas suivi cette explosion du télétravail. Donc, pareil, il y a eu aussi beaucoup de négligence sur comment j'accède au réseau, sur quel PC je travaille, celui de la maison ou celui de l'entreprise, comment je sécurise mes applications, etc., etc. Donc le télétravail, ça aussi un élément important. Et puis je finirai par quelque chose qui est, je pense, pas que lié au SME pour le coup, mais à toutes les entreprises globalement, c'est que le monde se digitalise. On est en pleine numérisation avec l'explosion de l'IA. Donc ça a deux corollaires, c'est que toutes ces entreprises vont devenir de plus en plus efficaces et compétitives, donc on va gagner en efficiency, mais le corollaire de ça, c'est qu'on ouvre la porte à de plus en plus de cyberattaques. Les cyberattaqueurs sont aussi mieux en mieux équipés avec l'IA, donc il va falloir qu'on crée une résilience plus forte et qu'on travaille sur le sujet de comment je sécurise l'IA, comment je sécurise ma numérisation. Merci Carole. Et effectivement, c'est un sujet d'actualité puisqu'on parle beaucoup d'IA en ce moment et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir l'IA comme étant à la fois une source d'opportunités majeures, mais aussi une source de risque. On y reviendra peut-être aussi tout à l'heure avec Sarah et avec Paul. Donc pour pouvoir parler notamment des offres de Microsoft assez rapidement sur ce sujet-là. Alors, si on conclut sur cette première partie, Carole, avant de passer la parole à Sarah pour donner un peu des exemples un peu concrets, en quoi finalement on peut dire aujourd'hui le problème de la cybersécurité dans les PME, c'est vraiment quelque chose de majeur auquel on doit s'adresser de façon collective. Je pense qu'on a... Alors déjà, nous, en tant que fournisseurs de cybersécurité, on a une responsabilité. C'est vraiment de vous aider à vous sécuriser. Et je pense que d'un point de vue patron d'entreprise ou employé, il y a une responsabilité de se dire comment je sécurise mon business pour ne pas justement être cyberattaqué et pas avoir peur d'aller se renseigner et de comprendre ce qu'il faut mettre en place. Souvent, quand on discute avec les clients, la majorité des clients pensent qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et en fait, non. La réalité, ça montre que non. Donc, être bien conscient de ce qu'on a et ce qu'on n'a pas et avoir un plan de remédiation pour être sûr qu'on ne met pas en danger son business. Encore une fois, ce chiffre de 60% du SME, des entreprises du SME qui ferment leur entreprise 6 mois après une cyberattaque, le coût moyen en France pour une entreprise, c'est 80 000 €. C'est pas négligeable, c'est un coût moyen. Il y en a qui payent beaucoup plus cher. Donc, des fois, on s'en remet pas, en fait. Donc, c'est très important de prendre le sujet sérieusement et puis de se renseigner sur le sujet. Merci infiniment, Carole. On reviendra tout à l'heure vers toi pour parler un peu plus des programmes qui sont mis en place avec les partenaires. Je me tourne maintenant vers Sarah Nasser, qui a une responsabilité européenne au sein de Microsoft qu'elle va expliquer. Donc, Sarah, d'abord, je vais commencer par te demander de te présenter. Bonjour à tous, donc Sarah Nasser. Je suis chez Microsoft directrice commerciale avec un rôle européen. Donc je suis directrice commerciale sur la cybersécurité et en ce moment plus particulièrement sur des sujets cybersécurité et IA. Donc après j'ai un cursus divers et varié chez Microsoft, mais aujourd'hui j'interviendrai plus sur une partie exemple,
Vous m'entendez bien? Moyen? C'est mieux? Ok. C'est mieux? Ok, très bien. Voilà. Donc, enchantée. Voilà, merci Sarah d'être là, puisque je rappelle, donc Carole a une responsabilité mondiale, Sarah a une responsabilité européenne, on a un panel ici très international. Merci d'être présent. Est-ce que tu peux donner un peu quelques exemples, voilà, pour donner un peu de concret sur l'attaque dans les PME, ou voilà, des exemples de situations que tu as été amené à gérer? Oui, tout à fait. Alors, on a parlé beaucoup de chiffres, on a parlé de sensibilisation, on a parlé effectivement du côté exponentiel des attaques que l'on voit aujourd'hui, qui sont de plus en plus, je dirais, précises, et notamment avec l'IA qui arrive, qui sont plus complexes, on va dire, à appréhender. Là, l'idée, c'était aussi de donner quelques exemples qu'on peut voir ici et là, auxquels vous avez peut-être aussi fait face. Donc, je vais balayer plusieurs exemples qui sont assez concrets, notamment une société française, un retailer en 2023 qui s'était fait attaquer avec une demande de rançon, donc une ransomware. Et les impacts, clairement, dans ce cadre-là, sont très, très importants. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu 10 jours d'immobilisation des opérations de la société à cause de cette demande de rançon, ce qui a eu un impact conséquent en termes financiers, donc dans un premier temps, et l'impact financier a représenté 250 000 euros. Et un deuxième impact, c'est l'impact de la réputation de la société. Clairement, quand on fait face à une situation comme celle-là, où les opérations sont complètement arrêtées, déjà 250 000 euros à devoir sortir pour un manque d'opération pendant 10 jours, c'est énorme, mais la réputation est vraiment entachée. Donc là, dans cette situation-là précise, on aurait peut-être plus envisager les choses d'une manière différente et les anticiper. Et notamment, la solution qui aurait pu être mise en place à ce moment-là, c'est clairement avoir une solution de protection du endpoint. Alors, on a parlé de plusieurs choses avec Carole en amont, hein, l'identité, le endpoint, la partie hameçonnage. Il y a plein d'aspects qui sont des vecteurs d'attaque assez faciles pour des sociétés extérieures, enfin des attaquants. Mais là, on aurait pu l'atténuer clairement avec des solutions logicielles et notamment de protection du endpoint pour pouvoir protéger ses utilisateurs, mais également les sensibiliser, parce qu'on reviendra beaucoup là-dessus. La sensibilisation, elle est très, très, très importante. Donc oui, ça, en fait, ça veut dire qu'une attaque comme ça peut être simplement un utilisateur qui ouvre un email qu'il n'aurait pas dû ouvrir. Alors ça, c'est mon deuxième exemple, voilà. Tout à fait, parce que le premier exemple, c'était plutôt du ransomware. Le deuxième exemple, c'est effectivement le hameçonnage. Donc là, tout le monde peut être malheureusement faire face à ce type d'attaque. En tant qu'individu, hein, personnellement, je pense que tout le monde ici a dû recevoir un email de Netflix qui disait que votre compte n'était pas à jour, qu'il fallait renvoyer vos codes utilisateurs ou vos informations personnelles, ou peut-être même avoir reçu un SMS de la Poste qui vous disait que pour recevoir votre colis, il fallait renseigner vos informations personnelles. Bah, tout ça, c'est du hameçonnage. Donc là, en l'occurrence, le deuxième exemple que j'ai, c'est une société en Angleterre où malheureusement, un utilisateur a cliqué sur un lien malveillant. Et là, la problématique, c'est que voilà, l'utilisateur n'avait clairement pas la volonté d'impacter la société dans laquelle il travaille, mais les conclusions de cela, c'est qu'on se retrouve avec de la perte de données de leurs clients. Et là, ça pose un vrai souci parce que, alors, premier souci, ça pose un souci RGPD. Donc, la société, malheureusement, a dû payer 50 000 euros d'amende parce qu'elle a fuité des données clientes. Et encore une fois, là, on attaque la réputation de la société et la confiance que l'on peut avoir en cette société de protéger correctement les données de ses clients. Donc, on a un vrai souci et qui, initialement, aurait pu être évité avec, effectivement, de la formation et de la sensibilisation aux utilisateurs qui est critique. Et puis, évidemment, on en a parlé, mettre en place un outil de filtrage des emails pour pouvoir se préparer à ce genre d'attaques qui sont très, très communes, malheureusement. Et en fait, ce que tu montres là, c'est que, encore une fois, on a toujours tendance à parler de cybersécurité d'un point de vue technologique. En fait, là, c'est plus une faille humaine. Et en fait, le problème de la cybersécurité, il est d'abord humain avant des technologies.
Oui, en fait, c'est un combo en fait, de plein de choses. En fait. Ça peut être malheureusement de la non-sensibilisation qui fait qu'on arrive à une situation telle que celle-ci. Ça peut être le fait qu'on n'ait pas les bons outils, le fait qu'on ne se sente pas capable de faire face aux cyberattaques parce que c'est compliqué, c'est souvent un sujet qu'on a du mal à aborder parce qu'on ne sait pas sous quelle boule prendre, clairement. Donc c'est là où je reprends le point de Carole. Il faut s'informer, il faut lire. Tout le monde est attaquable. Malheureusement, aujourd'hui, on est plus en train de se dire qui ne s'est pas déjà fait attaquer. On n'est pas en train de se dire est-ce que vous allez l'être ? Vous allez forcément être attaqué à un moment donné. Donc c'est comment on arrive à anticiper cela en se protégeant correctement, en s'informant, en sensibilisant et en ayant effectivement les bons outils en place. D'accord. Tu as encore un autre exemple ? Tout à fait. Et là, pour le coup, je vais parler plutôt d'un bon exemple, d'une success story, d'une société en Allemagne, une société manufacturière, qui, pour le coup, avait réfléchi à sa cybersécurité et au fait de l'aborder en plusieurs étapes et en plusieurs couches. Ce qui est très important, c'est aussi de se diversifier et de réfléchir à la manière dont on doit se protéger de bout en bout. On a parlé aussi de complexité tout à l'heure. On a parlé que la majorité des sociétés ont énormément, si elles en ont, des outils différents. Et donc, ça rajoute de la complexité dans l'opération, dans le management, dans le fait de devoir updater ces solutions. Et du coup, là, cette société manufacturière avait mis en place des analyses de vulnérabilité de manière régulière, la vérification de ses endpoints, de l'authentification forte avec ses utilisateurs. Et ils ont du coup repoussé une attaque DDoS. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ça veut dire clairement Distributed Denial of Service. Donc clairement, dans ce type d'attaque, on est en train d'attaquer un serveur, d'attaquer un service ou de rendre disponible un réseau en le submergeant en fait d'un flot de trafic très très important. Là, donc, dans le cas de cette société, on a pu éviter cette attaque DDoS parce qu'il y avait une approche cyber qui avait été réfléchie, qui avait été anticipée. On avait une sensibilisation de l'utilisateur qui avait été faite, plus un certain nombre de couches logicielles qui avaient été anticipées aussi par la société. D'accord, donc c'est quand même encourageant de voir qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais en revanche, comment peut-on expliquer le fait que, malgré tout, quelle est la difficulté particulière des PME pour vraiment répondre à ces attaques et pourquoi les PME ont plus de difficultés que les autres ? C'est un très bon point. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des dogmes. Beaucoup de dogmes. Et qu'en fait, donc, je crois que Carole l'avait mentionné, plus d'un quart des petites entreprises ont été piratées. 83% des petites et moyennes entreprises ne sont pas prêtes à se remettre d'une attaque cyber. Et du coup, en fait, les dogmes que l'on a côté petites et moyennes entreprises, c'est qu'en fait, c'est trop cher. La cybersécurité, c'est trop cher. Je ne saurais pas avoir le budget pour pouvoir me protéger, alors que finalement, c'est un dogme. On a des solutions qui peuvent être pour tout type d'entreprise, pour tout type de problématiques et de contexte, peu importe sa taille, peu importe le niveau, je dirais, de compétences cyber, on peut avoir des outils qui sont abordables, qui sont sécurisés, qui sont basés sur le cloud et qui permettent effectivement d'être couverts, je dirais, de bout en bout et permettre aux solutions aux sociétés de se protéger en amont. Donc, ce n'est pas trop cher, c'est un dogme de penser que les solutions de cybersécurité sont trop chères. Je pense qu'il faut procéder par étapes. Tout ne se fait pas en un jour, mais il faut se faire accompagner, il faut se faire conseiller, et puis il faut commencer. En tout cas, il faut commencer à un moment donné parce que ça prend du temps. Voilà. Donc ça c'est le premier point. D'accord, très bien. Tu en avais un deuxième ? Oui, tout à fait. Donc après, on est trop petit pour être une target. Donc ça aussi, c'est un peu un dogme des PME. On est trop petit, donc on n'est pas targeté. Carole l'a mentionné aussi un petit peu avant. Au contraire, en fait, parce que si on est petit, les attaquants pensent qu'on est beaucoup plus vulnérable et donc une cible beaucoup plus facile. Et donc pour un attaquant, il préfère aller attaquer des milliers et des milliers de petites entreprises parce qu'il sait qu'à chaque fois, il saura par où passer pour pouvoir trouver la bonne faille de sécurité. Donc là, je pense que c'est important de dire que
la PME, de manière générale, est vue comme une cible facile et qu'il faut changer un peu cette perception. Et enfin, le dernier point, c'est la formation. On en a parlé, et la sensibilisation. Donc ça, c'est constant. Il faut systématiquement refaire le point, sensibiliser ses équipes, sensibiliser ses utilisateurs sur les bonnes pratiques. On pense qu'on a les bonnes pratiques, on pense qu'on est couvert, on pense qu'effectivement, avec un antivirus, ça suffira. Non, la réalité, c'est que les attaques sont beaucoup plus spécifiques aujourd'hui, notamment en utilisant l'IA. Avant, quand on parlait d'hameçonnage, on voyait beaucoup de fautes d'orthographe. Je pense que ça parle à plusieurs. Des personnes qui ont reçu des emails avec des logos qui n'étaient pas le bon logo ou une grosse faute d'orthographe. Donc, c'était assez clair de se dire, bon, bah, OK, c'est faux. Là, aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez retrouver une attaque qui est parfaite, en fait, sans imaginer que celle-ci, finalement, vient de l'extérieur. Donc, soyons vigilants, sensibilisons, c'est très important. Voilà. Merci infiniment, Sarah. Et pour conclure cette première partie, je me tourne vers Paul, qui va naturellement commencer par se présenter d'abord. Paul Demangeon, merci Laurent. Je suis responsable des solutions de cybersécurité pour Microsoft France. Voilà. Et donc, à Paul, je vais poser la question suivante. Donc, on a entendu l'ampleur du problème. On a entendu aussi que c'est un problème concret qui touche les PME, qu'il y a des solutions, mais qu'elles sont malheureusement peu déployées. Et on a entendu aussi que c'était une responsabilité collective avec un impact économique. Alors, la première question que je voudrais te poser, Paul, c'est qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en France pour essayer de répondre à ce problème-là? Voilà. Il y a un certain nombre de choses. Donc là, je dirais que la sensibilisation des collaborateurs, c'est une chose, mais la sensibilisation, elle est faite au niveau du grand public. Si vous regardez les journaux de 20 heures aujourd'hui de n'importe quelle grande chaîne, vous commencez à voir le journaliste qui demande à quelqu'un d'aller sur le dark web pour voir où sont les données qui ont été volées 2 mois avant. Bon, ça, c'est quand même nouveau. Il y a 5 ans, on n'avait pas ça au JT. Hein. Donc là, au-delà du collaborateur, il y a le grand public qui est sensibilisé. Une deuxième chose, on parlait d'un manque de compétences et de ressources. Si on fait le même constat l'année prochaine et encore l'année d'après et qu'on ne fait rien, voilà, ça ne va pas changer. Donc du coup, l'ouverture des écoles, le fait de renforcer, en fait, d'aller chercher des nouveaux talents jusque dans les lycées et les collèges, hein, pour faire en sorte qu'on ait des écoles qui forment les futurs professionnels de demain, ça c'est important. Autre chose qui est fait, c'est le fait de faire évoluer en fait les compétences. On voit la rapidité à laquelle vont les solutions, proportionnellement aux nouvelles attaques. Il faut faire évoluer les collaborateurs pour avoir des gens qui se réorientent vers la cybersécurité. Donc ça, c'est les efforts qui sont faits, j'allais dire, sur le côté avoir plus de ressources, avoir plus de gens compétents pour aider les entreprises, les PME. Une deuxième chose, c'est le fait que si on n'a pas un professionnel dans son entreprise, on peut aussi faire appel à des partenaires. Donc d'avoir plus d'acteurs de l'écosystème qui soient formés et qui soient là pour répondre à des besoins. La cybersécurité, tout le monde le sait, une cyberattaque, ça arrive le vendredi soir, 22h30, la veille d'un long week-end avec jour férié. Donc là, il n'y a personne pendant 3 jours. Donc là, c'est open bar, on fait ce qu'on veut. Et on le voit de plus en plus que là où ça prenait quelques semaines, quelques mois pour aller jusqu'aux données, maintenant, c'est quelques heures. Donc du coup, comment est-ce que je réponds et comment est-ce que je fais face à une cyberattaque quand il n'y a personne derrière les écrans, les claviers? Donc je m'assure d'avoir un partenaire, un prestataire qui puisse faire du 24/7 et permettre de réagir le cas échéant quand moi-même je ne suis pas derrière les consoles. Donc ça, c'est important d'avoir un écosystème de partenaires. Et puis à un moment, j'allais dire, si on n'est pas obligé, on ne fait rien. Donc derrière, il y a il y a des réglementations. Il y en avait déjà. Il y avait certaines entreprises qui étaient ciblées, plutôt les infrastructures critiques, on peut le comprendre, qui se sont formées, qui dépensent un budget conséquent tous les ans sur la sécurité dans leur budget IT. Et petit à petit, on va voir ces réglementations en fait toucher un petit peu tout le monde. On a parlé de NIS 2 brièvement tout à l'heure. Est-ce que NIS 2, tout le monde sait, enfin, juste un petit sondage là, quelles sont les personnes qui ne savent pas ce que c'est que NIS 2? Ah, voilà, donc il y a une personne, ce qui est déjà un progrès
mais peut-être que juste en préambule, dire 2 mots sur ce que c'est que NIS 2 sans NIS rentrer 2, trop dans le après détail. l'évolution de NIS 1 et des différentes réglementations, une directive qui devrait être transposée d'ici peu en France. Hein. On attend toujours les décisions finales, j'allais dire. Mais ceci dit, si on peut regarder l'impact de NIS 2, il suffit d'aller voir chez nos voisins européens. Je vous encourage à aller sur le site de la Belgique, en fait, qui a déjà passé la directive, hein, puisque en fait, la date théorique, c'était octobre 2024, pour transposer dans le droit local. Donc, allez voir un petit peu les assessments qui sont proposés à l'ensemble des entreprises en Belgique. Ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on peut faire une évaluation à un instant donné. Et puis, si on regarde sur les impacts quand en France, en fait, on aura transposé, je vous encourage aussi à aller sur le site de l'ANSSI. Il y a un document qui regroupe à peu près une vingtaine d'objectifs d'amélioration de NIS 2. C'est un document qui est draft aujourd'hui, mais qui va s'affiner. Et on va retirer 4 catégories, j'allais dire, si pour simplifier. Le premier, c'est la mise en place d'une gouvernance. Je vous disais tout à l'heure, si personne ne s'occupe de la cyber, ben on ne va pas faire de progrès. La deuxième partie, c'est la mise en place de protection. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on se sécurise? La troisième chose, c'est le côté organisationnel. Comment on s'organise? On le fait chez nous, on est un prestataire. Voilà. Et puis, la quatrième, c'est le fait d'être résilient. Ça oblige à tester, en fait, ces processus de crise. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit en cas de crise? Parce que si on ne l'a jamais fait, ben forcément, ça ne se passe pas bien. Donc, du coup, tester les process, tester les procédures, s'assurer que ce qu'on a prévu, en fait, au niveau d'organisation, hein, je parlais du week-end, quand personne n'est là, ça fonctionne bien en réalité. Voilà quelques éléments sur ce qu'on peut dire sur NIS 2. Merci bien. Donc, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui en France. On n'est quand même pas inactif sur le sujet, que ce soit au niveau gouvernemental. On a aussi parlé tout à l'heure des cyberassureurs. C'est Carole qui en parlait. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Ouais, cyberassurance est là pour ce qu'on appelle assurer le risque résiduel. À partir du moment où vous avez mis en œuvre des technologies, vous avez des équipes opérationnelles qui permettent de monitorer en fait les différentes attaques possibles et réagir très rapidement. Eh bien, une entreprise va investir, va dépenser jusqu'à un certain niveau. Et là où elle ne pourra plus, où le coût en fait d'investissement sera trop élevé, mais en fait, elle transfère le risque résiduel vers un cyberassureur. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'offres de cyberassureurs. Ce qui est intéressant, c'est que le cyberassureur, quand vous voulez contracter avec lui, il va vous demander mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc c'est un petit peu comme la directive. Hein, il s'inspire de tiens, est-ce que vous avez fait ça, ça et ça? Et si vous ne l'avez pas fait, eh ben, il ne vous prend pas en charge. Donc du coup, ça contribue aussi à élever le niveau de préparation en fait, de l'écosystème, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc du coup, toutes ces initiatives, en fait, elles vont vers une convergence de bonnes pratiques, de mise en place de bonnes pratiques. Donc il n'y a pas besoin d'attendre NIS 2 hein, pour mettre en place les bonnes pratiques. Elles sont déjà décrites. Microsoft essaye de publier aussi, notamment sur ce qui est de Zero Trust, de ne pas faire confiance l'utilisation d'authentification forte, on en a parlé tout à l'heure. Donc tout ça sont des bonnes pratiques, c'est décrit. Je vous encourage à regarder, à vous inspirer de tout ça pour mettre en place ce qu'on appelle en anglais des quick wins, c'est-à-dire par où je démarre, quelles sont les priorités 1, 2, 3, 4 que je dois faire et qui vont avoir le maximum d'impact pour me protéger. Merci infiniment Paul, et une bonne transition d'ailleurs sur la deuxième partie de cette table ronde, puisque vous l'avez bien compris, on a essentiellement dans la première partie évoqué l'amplitude de ce problème qui touche donc toutes les entreprises et les PME aussi, même de façon plus fondamentale et même beaucoup plus nombreuse, ce qui pose un problème non seulement économique, mais aussi un problème microéconomique pour chacune des entreprises qui jouent leur survie dans ce cadre-là. Et donc, vous avez entendu un panel donc, de responsables de chez Microsoft qui ont bien conscience de ce problème-là. Et donc maintenant, ça va nous permettre d'aborder la deuxième partie de cette table ronde en s'intéressant justement plus particulièrement sur, à partir de cette connaissance du problème, que ce que Microsoft met en place. Et donc, je me retourne encore vers Sarah pour que, Sarah, tu puisses nous dire quelle est la stratégie de Microsoft pour pouvoir
répondre à ce problème, déjà d'un point de vue produit? Oui, alors en fait, c'est un très bon point. Je pense que c'est mieux là. La première chose qui est importante à comprendre ici, c'est que Microsoft est un acteur de la cybersécurité. Alors souvent, on pense à Microsoft comme fournisseur de Windows, d'Office, etc., mais pas vraiment comme un acteur de la cyber. Aujourd'hui, c'est la seule société qui est capable d'aborder les sujets cyber de bout en bout. Qu'on parle de l'identité, qu'on parle du poste de travail, qu'on parle de l'hameçonnage, qu'on parle de la donnée, comment on gouverne la donnée, comment on la sécurise, qu'on parle de SOC. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans des sujets voilà, un petit peu plus deep, mais on va dire avec une offre vraiment de bout en bout. Microsoft est capable d'aborder cela. Donc ça, c'est la première chose qui est importante à garder en tête. Et pas uniquement dans l'environnement Microsoft, si j'ai bien compris. Exactement. Microsoft était très Microsoft-centrique il y a encore quelques années en arrière. Alors moi, ça fait 14 ans que je suis chez Microsoft, donc j'ai vu aussi des évolutions dans la manière dont on abordait les choses, dans la manière dont on a développé notre portefeuille, les acquisitions qu'on a faites ou les développements de produits qui sont clairement liés à l'évolution de nos menaces. Donc on a renforcé notre portfolio de produits parce que nos attaquants étaient de plus en plus spécifiques dans leurs attaques, avec des angles qui étaient compliqués, etc. Donc on a dû également réfléchir à tout cela. Et donc Microsoft est un vrai acteur de la cybersécurité pour accompagner ses clients, peu importe leur taille. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, on a des solutions qui sont cloud, et donc des solutions qui sont en constante évolution, parce qu'elles prennent en compte justement ce qui se passe autour de nous. Et donc, on est en évolution perpétuelle avec des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées dans nos produits en fonction du marché, des situations auxquelles on peut faire face, etc. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, ça permet d'être toujours, je dirais, up-to-date, alors excusez-moi mon franglais, mais d'être toujours à jour dans la manière dont on va gérer les menaces et dont on va pouvoir équiper aussi nos clients. La deuxième chose, pourquoi Microsoft est un acteur aussi important à considérer, c'est qu'en fait, on est le seul acteur qui a ce qu'on appelle une threat intelligence, donc vraiment une intelligence autour de la menace, qui est aussi importante et qui se qualifie par 78 trillions de signaux que l'on sait récupérer chez Microsoft, qui viennent à la fois du poste de travail, du grand public, de notre partie gaming. Donc en fait, ces signaux, on est capable de les corréler. Et donc, c'est des signaux par jour, hein? Oui, tout à fait. Jour. Et donc, on est capable vraiment du coup d'avoir une vue très, très, très large, une vue vraiment 360 de ce qui se passe au niveau des cyberattaques. Donc, grâce à ça, on est capable, encore une fois, de pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Alors après, un point, je pense qu'il est important aussi de mentionner, c'est que le risque zéro n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut systématiquement se tenir au courant de ce qui se passe. Bien que vous pourriez avoir toutes les solutions logicielles du monde, le risque zéro n'existe pas. Il faut qu'on ait conscience de la responsabilité que l'on peut avoir en tant que nous, fournisseurs de cloud et de solutions de cyber, mais en tant que société, quelle est la responsabilité que la société peut avoir, ou avec le partenaire de confiance avec lequel vous pourriez travailler comme Becheleux. Et donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut avoir en tête pour pouvoir bien appréhender, je dirais, les menaces auxquelles on fait face aujourd'hui. Merci Sarah. Et Paul, alors, du coup, en quoi ça se traduit concrètement en termes d'offres aujourd'hui, plus spécialement sur les PME pour Microsoft? J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me demander combien il y avait de zéros dans un trion. Comment ça se passe au niveau des offres? En fait, l'idée de Microsoft, c'est de pouvoir sécuriser et de protéger au plus proche de l'utilisateur. Donc, on a vocation à offrir des technologies et des contrôles de sécurité qui sont les meilleurs individuellement, mais toute la puissance de l'offre, basée sur cette fameuse threat intelligence, elle se retrouve efficace dans le cas où chacune des technologies sont connectées aux autres. Donc quand on partage la même base de connaissances entre la protection du poste de travail, la protection contre le hameçonnage, l'URL malveillant, l'email de phishing, et la protection, par exemple, des identités, si ces trois technologies causent ensemble, eh bien, en fait, on va pouvoir identifier tout au long de la chaîne d'attaque, on parle de chaîne d'attaque, puisqu'il y a
le hacker, il rebondit en fait sur le poste de travail, il en veut à l'identité de l'administrateur, et il a un seul et unique objectif, c'est d'aller accéder aux données de l'entreprise. Donc si en plus on protège les données de l'entreprise, on voit l'intérêt d'avoir une vision d'ensemble. Et ça, c'est vraiment, que ce soit les offres qu'on appelle Defender XDR ou les offres Purview. Defender pour la partie protection contre les menaces sur toute la chaîne d'attaque, et Purview sur le côté protection de la donnée, gouvernance de la donnée. Si vous avez ces deux solutions cumulées et qui vous donnent une vue d'ensemble en fait, de vos contrôles de sécurité, vous pouvez monitorer et vous pouvez vous protéger et aller vers une cyber-résilience quand on parlait tout à l'heure. Alors, quand même, on a ces technologies-là, il faut quelqu'un derrière la console. Donc, du coup, le faire soi-même ou de se faire accompagner ou de le sous-traiter à un prestataire, chacun choisit le meilleur modèle. Voilà, de manière très simplifiée et schématique, en fait, quel type de solution on met en œuvre. Et on permet aussi aux sociétés qui vont opérer, ce qu'on appelle les Managed Security Service Providers, des gens qui vont offrir des services managés, on va les équiper avec des solutions aussi pour être efficaces. Et là, on voit l'apport de l'IA générative, pour les équipes de défendeurs. Les équipes opérationnelles vont avoir sur la droite de leur console, si vous représentez un petit peu la console en fait, de défendeur ou de Purview, vous verrez sur la droite un chat et apparaîtront sur la droite des conseils pour être plus efficaces par rapport à la détection qu'on vient de relever en termes d'incidents. Donc on va équiper avec l'IA générative, avec Copilot, les équipes sécurité, de la même manière qu'on équipe en fait, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour pouvoir être plus efficace, être plus productif dans son job quotidien avec Copilot pour Microsoft 365. Ça, c'est formidable quand même. Donc on voit effectivement comment dirais-je, la couverture de l'offre de Microsoft qui touche finalement l'ensemble des aspects en matière de cybersécurité, ce qui est déjà en tant que tel un très gros différenciateur par rapport à tout ce qui peut exister sur le marché, puisque là, l'avantage, c'est qu'on a un acteur qui sait bien protéger aussi ses propres applications, mais pas simplement, dans des environnements aussi qui sont des environnements qui peuvent être Apple, qui peuvent être Android, qui peuvent être AWS aussi, etc. Donc pas simplement limité au périmètre de Microsoft, donc qui couvre l'intégralité du spectre d'information des entreprises. Et puis avec cet avantage que Microsoft a pris très loin devant ses concurrents sur l'intelligence artificielle, que vous allez pouvoir utiliser dans tous les outils que vous mettez en place aujourd'hui. C'est ça? Oui, je peux citer un chiffre. Il y a 5 ans, je rencontre les équipes de développement de Defender for Endpoint, la protection, l'EDR pour le poste de travail. Et le patron de développement, je lui pose la question, je lui dis, mais quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la manière dont tu fonctionnes? C'était il y a 5 ans. C'est pas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Et il me répond, chez Microsoft, l'équipe qui est focalisée sur la protection du poste de travail, c'est 50% de développeurs qui développent l'application. Et l'autre partie, l'autre moitié, les 50% restants, ce sont des data scientists qui font du machine learning. C'était il y a 5 ans. C'était énorme. C'était pas public, c'était pas visible, on ne communique pas dessus, je vous le dis aujourd'hui. Donc maintenant, vous voyez l'avantage qu'a eu Microsoft pour embrasser la vague de l'IA avec les GPT-4 et autres. Mais dans les équipes sécurité, c'était déjà le cas d'intégrer en fait. Et pourquoi? Parce que quand on parle de trillions de signaux, comment est-ce qu'on fait pour prioriser l'incident? On a 1 million d'événements, par exemple, ou plus. Comment est-ce qu'on fait pour réduire ça à quelques incidents sur lesquels on va se focaliser? Eh bien, c'est pas un homme derrière une machine, c'est vraiment le machine learning et l'IA qui va nous permettre de prioriser nos actions pour être plus efficace, aller directement investiguer là où c'est nécessaire. Voilà, donc un énorme différenciateur de la part de Microsoft qui est déjà leader de toute façon aujourd'hui en matière de cybersécurité au niveau mondial, mais qui renforce ce leadership grâce à cette présence. Et bien sûr, Microsoft, comme on l'a dit, est un fournisseur de technologies, d'applications. Il y a aussi tout l'aspect service, et ce qui va nous permettre de parler d'un programme que Carole, tu as mis en place l'année dernière,
qui s'appelle le programme Cybersécurité 365. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, merci Laurent. Alors, déjà, avant de parler du programme en soi, j'aimerais revenir sur 2 éléments importants. Tout d'abord, chez Microsoft, la cybersécurité, c'est une responsabilité. Avant d'être un business, on a vraiment la mission de sécuriser les entreprises et on le prend vraiment comme une mission à part entière. D'ailleurs, notre patron monde, Satya Nadella, pour ne pas le nommer, a mis la sécurité comme étant la priorité numéro 1 de l'entreprise. Donc je reviens à ce que disait Sarah. Microsoft est bien un acteur de la cybersécurité, à tel point que ça devient notre priorité numéro 1 dans l'entreprise. Donc, voilà. Deuxièmement, on met beaucoup d'emphase sur l'humain. On a parlé depuis tout à l'heure de l'importance des formations, de l'importance de la connaissance des utilisateurs dans les PME. On sait que effectivement, les cyberattaques arrivent par l'humain comme premier facteur, donc on fait beaucoup de formations et on met beaucoup d'emphase sur l'humain dans tout ce que l'on fait chez Microsoft autour de la cybersécurité. Alors, on a mis en place effectivement ce programme Cyber 365, mais il est quand même intéressant de constater qu'on parle de cybersécurité depuis 30 ans, n'est-ce pas, à peu près. Et que si on regarde sur le marché, on avait depuis tout ce temps-là pas vraiment vu d'offres vraiment adaptées pour les petites et moyennes entreprises. Toutes les offres qu'on voyait, c'était des offres classiques qui pouvaient s'adapter dans des grands groupes. Et on disait aux PME, finalement, achetez la même chose. Hein. Voilà. Mais on n'avait pas vraiment fait d'offres sur mesure qui soient vraiment dédiées aux besoins et que aux besoins de ce tissu de SME. Donc, on s'est penché sur la question et effectivement, j'ai mis en place ce programme Cyber 365 il y a maintenant à peu près 2 ans, qui vise justement à créer des offres uniquement dédiées pour les clients du SME. Alors, pourquoi quel constat on a fait sur le marché? Tout d'abord, on a regardé, on a constaté qu'il y avait 5 problèmes majeurs aujourd'hui qui faisaient que les entreprises du SME, finalement, elles ne couraient pas derrière les fournisseurs informatiques pour aller chercher des solutions de cybersécurité. La raison numéro 1, c'est la complexité des offres. Voilà, donc il faut aller, ou il faut en tout cas avoir un bac plus 25 pour comprendre les problèmes de cybersécurité, notamment pour une PME, et comprendre ce qu'il faut faire. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on mette en place des offres qui soient, comme on dit en anglais, user-centric, qui soient vraiment centrées sur l'utilisateur et qui soient faciles à comprendre. Deuxièmement, les ressources. Comme on disait tout à l'heure et je disais en introduction, la plupart de ces entreprises du SME n'ont pas de référent cybersécurité, voire n'ont pas de patron informatique. C'est le CEO qui prend ces sujets à bras-le-corps. Donc il nous a fallu nous pencher aussi sur une offre où il ne fallait pas d'experts en local pour déployer ces solutions de cybersécurité. Donc on a essayé de réfléchir à ça et en se disant, il faut absolument qu'on trouve quelque chose qui soit aussi simple, facile à acheter, facile à déployer, facile à manager pour tous les clients du SME. Raison numéro 3, ça coûte cher la cybersécurité. Ça, c'est le dogme dont parlait Sarah tout à l'heure. Eh bien, beaucoup d'entreprises aussi devaient investir et donc investir des sommes assez conséquentes pour leur budget pour pouvoir acquérir des outils de cyber-résilience. Donc on a aussi fait en sorte de créer des offres qui ne nécessitent pas d'investissement au préalable pour pouvoir avoir une solution de cybersécurité. Comme on dit en anglais, pas d'investissement upfront, mais pouvoir acquérir ces solutions sans investir au préalable. Nice 2, on en parlait tout à l'heure. Paul a donné une bonne vision aussi sur qu'est-ce que c'est que cette loi de régulation. Tous nos clients nous ont demandé, dans la construction de nos offres, de pouvoir couvrir le sujet, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a plus d'un tiers des acteurs du SME qui avouent ne pas bien comprendre Nice 2, ou bien pas comprendre tout ce qu'il faut faire, ou bien pas être sûr de mettre en place ou d'avoir un plan pour pouvoir avoir un bon plan de remédiation et s'assurer de sécuriser leur business. Donc on a pris aussi en compte toutes ces mesures Nice 2 dans la construction de ces offres. Et puis, je dirais l'estimation des coûts. S'il y a des patrons d'entreprise dans la salle aujourd'hui, je ne vous apprendrai pas que c'est très important de pouvoir prédire ses coûts, avoir un compte de résultats prévisionnels et savoir où on va sur nos investissements informatiques
Donc on a fait en sorte aussi que ces coûts-là soient faciles pour un patron, pour une direction financière à évaluer. Donc on a créé des offres qui sont packagées par utilisateur et par mois, facilement dimensionnables. L'entreprise grandit, les coûts vont à peu près grandir. L'entreprise se réduit, les coûts vont se réduire. C'est complètement flexible et ça s'intègre très facilement dans un PNL. Il faut savoir que, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les offres qu'on crée, et je vais revenir plus en détail avec nos partenaires, représentent moins de 1% du coût d'un salarié par mois. Donc ça reste, on disait tout à l'heure, c'est un dogme. La cybersécurité, ça peut ne pas être cher. Voilà, il y a des solutions qui sont à moins de 1 euro par utilisateur. Ensuite, 1% du coût du utilisateur, pardon. Ensuite, je dirais que, évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. L'ADN de Microsoft, c'est son écosystème partenaire. Donc on a travaillé avec nos partenaires. On a Becheleux avec Mathilde qui va témoigner dans un instant. Mais on a également d'autres partenaires qui sont d'ailleurs présents sur le salon aujourd'hui, comme TD Synnex également, comme Bluesoft, comme aussi TBS, Efficience et bien d'autres partenaires qui sont aujourd'hui sur le salon. Donc je vous encourage aussi à aller les voir pour voir voilà, en quoi ils pourraient répondre à vos besoins et en savoir plus sur ces solutions. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on prend en charge complètement le besoin du client, end-to-end, comme disait Sarah tout à l'heure, pour un prix par utilisateur et par mois, avec un coût raisonnable, sans investissement upfront, et qui vous permet vraiment d'avoir une sécurité complète grâce à ces offres complètement packagées et qui répondent uniquement aux besoins des clients. Donc c'est un peu du sur-mesure par rapport à une offre de prêt-à-porter, je dirais. C'est plus du sur-mesure parce qu'on va vraiment ne prendre que ce que le client a besoin et on ne va pas lui imposer tous les autres produits dont il n'a pas besoin et qui sont peut-être importants pour des entreprises de plus grande taille, mais qui ne sont pas nécessaires pour des business qui sont un peu plus petits. Donc Laurent, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu es partenaire de cette initiative, n'est-ce pas, aussi ? Et donc peut-être ça serait intéressant, avec ta connaissance de l'écosystème, tous les clients et les partenaires que tu rencontres tous les jours, que tu nous donnes aussi ta perspective sur pourquoi ces offres répondent complètement aux besoins des petites et moyennes entreprises. Oui, alors voilà, on change les rôles. Là, voilà, donc je me retrouve dans celui qui est interviewé. En fait, Lemon Opération est une entreprise qui accompagne ses clients sur la transformation de leur business model en lien avec la technologie. Quand Carole nous a parlé de ce projet sur la cybersécurité, on a été extrêmement choqués. Choqués parce que quand on voit l'amplitude du problème, et si vous mettez à la place d'un patron de PME, et vous allez sur le web, et vous allez rechercher solution complète de protection de mon entreprise. Vous allez voir ce que vous allez trouver. Et c'est affligeant. C'est affligeant de voir que quand on parle de cybersécurité, soit il y a des entreprises qui présentent des sujets qui sont très techniques, où on utilise un vocabulaire extrêmement ésotérique, XDR, SOC, SIEM, etc. Soit vous allez voir des solutions qui sont très concentrées sur un sujet donné, l'antivirus, ou bien l'identification, ou la formation, mais qu'à chaque fois, c'est extrêmement limité dans son approche. Si vous cherchez une solution complète, eh bien, écoutez, je vous mets au défi de me présenter, à part ceux qui ont maintenant été présentés par les partenaires de Microsoft, mais je vous mets au défi de me présenter un site web qui présente une solution complète et qui s'adresse à des patrons de PME. Et donc, on a été extrêmement choqués. Et donc, on a fait un peu la recherche et essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'existait pas de solutions qui existaient aujourd'hui sur ce marché. Pourquoi est-ce qu'aussi peu de partenaires avaient développé des approches aussi complètes. Et les réponses qu'on a eues, c'est des partenaires qui nous ont dit, écoutez, nous les PME, le problème c'est qu'elles ont les mêmes exigences que les grandes entreprises, mais elles n'ont pas les budgets. Et donc, on ne s'y intéresse pas. Donc, on se focalise sur les grosses entreprises. Eh bien, figurez-vous que la réalité, elle est très différente. C'est qu'une PME dépense plus sur son informatique par employé qu'une grosse entreprise, en moyenne. Donc, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème de la façon dont on dépense l'argent, ce qui est complètement différent. Si effectivement on vient vers une PME avec un gros budget en amont pour faire de l'audit, de l'analyse, etc.,
il est évident que la PME va partir en courant. Si à l'inverse, vous arrivez avec un budget qui couvre l'ensemble des besoins de la PME, qui lui permet d'assurer sa fondation, la fondation de son système, et tout ça avec un coût par utilisateur, puisqu'on le voit, les PME sont un peu les laboratoires du futur, donc effectivement, de plus en plus, c'est ce qu'elles vont rechercher. À ce moment-là, ça marche. Et donc, on a eu la chance d'accompagner, avec Carole, un certain nombre de partenaires. Alors, on en a cité quelques-uns en France. On pourrait aussi citer Alzo, bien sûr Bechle, sur lequel on viendra, Software One aussi, qui, je crois, est sur le salon. Bref, un certain nombre d'acteurs qui ont dit « Ok, Banco, on y va aussi ». C'est-à-dire qu'on est allé vers ces partenaires avec une proposition complète de services et de technologies qui permettait vraiment d'offrir une couverture complète pour les PME et une solution qui leur permet aussi d'accélérer les ventes, puisqu'on est sur un sujet où il s'agit de toucher des millions d'entreprises. Donc il faut aussi trouver des techniques d'approche de vente et de marketing qui soient aussi adaptées à ce marché-là. Et donc on est arrivé avec le package complet. Et Dieu merci, un certain nombre de PME ont bien voulu jouer le jeu, dont Bechle, et ce qui me permet de me tourner vers Mathilde Bluteau, qui est présidente de Bechle France. Et Mathilde, déjà peut-être en 2 mots, présenter Bechle en France. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Mathilde Bluteau, je suis responsable du groupe Bechle en France. Alors le groupe Bechle, nous appartenons à un acteur allemand qui s'appelle Bechle, donc actionnaire allemand, présent dans 14 pays en Europe, donc entreprise très solide, pas loin de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14 000 collaborateurs, un vrai savoir-faire, mais exclusivement européen. En France, le groupe Bechle, ce sont 4 entreprises que vous connaissez sûrement. Inmac W Store, Bechle Direct, Comsoft et le dernier arrivé en 2023, Apixit. Alors, merci déjà de m'avoir un peu déroulé le tapis rouge, parce que vous comprendrez que l'offre que l'on a montée, finalement, vient articuler tous les points que vous avez adressés jusqu'à présent. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec les 4 sociétés qui représentent le groupe Bechle, on a cette possibilité d'offrir aux PME l'ensemble des supports, des services, des solutions que vous avez listées. Mais je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus. Alors justement, est-ce que tu peux parler un peu plus de cette offre ? Donc tu as rejoint le programme Cybersécurité 365 que Carole a développé. Et donc à partir de ça, vous avez monté une offre qui est disponible en tout cas très prochainement, ou même qui est déjà disponible sur certaines entités en France. Oui, exactement. En fait, notre constat, c'est exactement le même constat que ce que vous avez fait. Regardez, vous arrivez sur le salon, ici, il y a une diversité des offres phénoménales. Et quand on est patron de PME, on ne sait pas trop où s'adresser. Et nous, les PME, on les connaît parce qu'au sein du groupe Bechle, en France, c'est 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et une base installée de clients de 40 000 clients. Donc on est très orienté SMB. On connaît leurs problématiques, on connaît leurs besoins. Et en plus, on a un vrai savoir-faire auprès de Microsoft. Donc, fort de ce constat, de l'évolution des solutions de Microsoft, déjà dans un premier temps, je pense que notre vision était peut-être un petit peu différente il y a 5 ans, 6 ans, mais ça a beaucoup évolué. Fort du constat du besoin de nos clients, vous l'avez adressé, besoin d'avoir des offres simples, complètes, efficaces. Et fort de notre savoir-faire, à la fois dans notre compétence pour accompagner les partenaires autour des solutions Microsoft, mais aussi dans nos compétences de service manager. Et ça vient de l'acquisition d'Apixit, qui est plutôt récente. On s'est dit, on a besoin de développer une offre à un coût abordable, vous l'avez adressé, simple à commander, simple à provisionner, comme on dit, simple en termes de onboarding, et qui associe les solutions et le service. Parce que ce n'est pas tout d'avoir acheté une solution, mais l'accompagnement service, il est essentiel, notamment quand on n'a pas de référent IT, quand on n'a pas de référent cybersécurité. Donc c'est très simple. On commence par les fondamentaux. Une offre Office 365 couplée à
de l'identification des vulnérabilités, de la gestion des identités, de l'authentification, de la protection des devices, alors encore un mot anglais, mais de la protection des PC, des téléphones portables, et puis de la formation. Parce que vous l'avez adressé, la problématique de la formation, elle est conséquente. Et nous, on sait aussi offrir, au travers de e-learning, la bonne panoplie des formations pour aller former les collaborateurs. Et puis ça, ce sont les fondamentaux. Et puis notre offre, elle évolue vers une offre un peu plus premium. Alors le prix évolue, bien évidemment, mais les besoins ne sont pas tous les mêmes avec la diversité des entreprises. Et on va jusqu'à de l'audit et de l'assessment de la cybersécurité des entreprises, jusqu'à l'accès à notre SOC, donc Centre opérationnel de sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On l'a mentionné, c'est clé. Il faut aller sur ces protections-là parce que nous, on le constate aussi. La vulnérabilité, les attaques, elles se font le vendredi soir, le samedi, le dimanche, quand il n'y a plus personne au bureau. Donc voilà, une offre simple, complète, efficace, à un prix abordable. C'est ce que l'on sait offrir aujourd'hui à nos clients. Alors, en quoi, Mathilde, cette offre-là était importante? Parce que quand on regarde effectivement les entreprises du groupe, il y a certaines entreprises qui sont positionnées sur différents segments, parfois plus services, parfois plus fournisseurs de produits. Qu'est-ce qui était important? Pourquoi est-ce que Bechtle a voulu prendre le pari en disant ben non, là, on va faire une offre complète qui intègre le service et les produits avec cette approche de tarification? Comme dans tout business model, en fait, ça commence par répondre à ce qu'on appelle des pain points de nos clients. Donc, on y répondait. Fondamentalement, c'était le sujet numéro 1. Le deuxième, c'est que, bien évidemment, on pense aussi à comment développer le business, comment, en tant qu'entreprise, même si on est très solide aujourd'hui, devenir encore plus résilient, comment le marché évolue, et puis comment, pour nous, en tant que partenaire, développer un modèle de business récurrent. Donc ça, c'est absolument clé, puisque ça nous permet aussi de fidéliser nos clients. Quand la qualité de service est au rendez-vous, vous leur apportez de la valeur, en plus de votre savoir-faire fondamental, de les équiper autour du Modern Workplace, du poste client. Eh bien, on sait leur apporter une proposition de valeur augmentée et en plus de les fidéliser dans le temps. D'accord, donc ça veut dire que cette offre tournée autour de la cybersécurité avec les technologies et les services ne sera peut-être pas la dernière du groupe, sans préannoncer des choses que vous allez peut-être travailler dans le futur, mais que vous allez aussi peut-être décliner ça sur d'autres sujets? Absolument. En fait, notre constat, c'était que la cybersécurité, c'est absolument fondamental. Vous l'avez tous dit. En fait, on commence par se protéger. C'est très intéressant parce qu'en venant aussi, j'ai constaté qu'il y avait les pompiers qui étaient là. Il y a les sapeurs-pompiers de Paris, alors leur grande caserne n'est pas très loin. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Et c'est comme dans tout. On a une maison, on veille à ce que le toit soit bien monté. Pourquoi? Parce que ça protège finalement les fondations, les murs, tout ce qui est important autour de la maison. Aujourd'hui, la cybersécurité, elle a cette dimension-là. C'est une première étape, c'est fondamental. Vous allez construire, développer des opérations critiques, vous allez développer un savoir-faire industriel, mais si vous ne vous protégez pas, si vous ne protégez pas votre entreprise, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. On a parlé d'assurance, mais les assureurs ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas venir vous assurer si vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité. Et donc, pour accompagner nos clients, notre vision, c'était que la cybersécurité, ça doit commencer par là, la protection des données, la protection des opérations critiques. Et puis après, une fois que c'est en place, une fois qu'on a prouvé notre savoir-faire autour de la qualité de ces services managés et notre capacité à venir faire des offres packagées, simples à opérationnaliser, alors on va se lancer dans des offres plus développées. Et je pense toujours avec notre partenaire Microsoft, qui est notre plus grand partenaire et auprès duquel on a un savoir-faire qui n'est plus à démontrer. Merci infiniment Mathilde. Et donc j'en profite pour rendre aussi saluer tous les partenaires qui ont rejoint cette initiative et qui sont présents sur le Cyberforum. On en a déjà cité quelques-uns. Je reprendrai Alzo, qui était donc un distributeur qui est présent aussi, qui a
développé une offre sur la partie cybersécurité. Bluesoft, plus particulièrement sur la région lyonnaise, qui a aussi développé une très très bonne offre en matière de cybersécurité. TBS, avec son offre CyberProtect 365, que je vous recommande vraiment d'aller voir, très spectaculaire, très complète, très bien définie pour pouvoir adresser cette population de PME. J'ai oublié TD SyNext, bien sûr, avec donc l'offre de Secure Site, merci, donc de SOC, qui est à la disposition des partenaires, pour les partenaires notamment qui n'ont pas forcément la capacité de pouvoir développer leur propre SOC. Et ben voilà une offre qui peut leur permettre de se développer. Efficience, bien sûr, grand spécialiste aujourd'hui de la cybersécurité, qui s'est allié aussi à un certain nombre de partenaires et qui apporte aussi des compléments extrêmement intéressants dans leur offre. Et puis Software One, qui a une grande compétence sur le sujet cybersécurité et qui est en passe aussi de travailler sur ce sujet-là pour adresser plus particulièrement les PME. Voilà, donc quelques-uns, la liste n'est pas limitative, mais j'ai cité ceux qui sont présents sur le salon pour que vous puissiez leur rendre visite. Alors, pour conclure cette présentation, je me retourne maintenant vers Carole. Carole, ce programme Cybersécurité 365 qui a été mis en place, quel message à partir de ce programme-là tu veux envoyer aux clients d'une part et puis aux partenaires de l'autre? Merci Laurent. Alors, en fait, pour conclure, je dirais que si je me place d'un point de vue client, n'ayez pas peur, entre guillemets, de la cybersécurité. Allez vous renseigner. Sortez de ces dogmes dont parlait Sarah. La cybersécurité, c'est pas cher. Il y a des offres qui sont adaptées pour les PME. Et donc, assurez-vous que vous avez une bonne sécurité. Faites un assessment. Vérifiez, tout simplement avec un assessment. Il y a beaucoup d'assessments qui sont gratuits et offerts par les partenaires, qui vous permet de voir si justement vous n'avez pas des failles dans votre entreprise. Donc n'hésitez pas à évaluer ça et aller rencontrer nos partenaires, comme disait Laurent, pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer. D'un point de vue partenaire, je reviendrai sur la responsabilité des partenaires. Et je pense d'ailleurs que chez Bechley, c'est un ADN qui est très fort. Je pense que c'est aussi une mission que vous avez, c'est de sécuriser. Il y a vraiment cet ADN de responsabilité. Absolument, ouais. Absolument. Et je crois qu'on a échangé sur ce sujet. Vous savez qu'il y a une jurisprudence qui a été prononcée il y a très très peu de temps et qui a rendu la responsabilité aux partenaires après une faille de cybersécurité d'un de ses clients. C'est dire l'importance et le rôle et la responsabilité que nous avons aujourd'hui d'apporter les bons conseils et les bonnes solutions auprès de nos clients. Exactement. Donc cette entreprise, si vous avez vu dans la presse, c'est une entreprise de Rennes qui était donc leader dans les portails et l'affaire a été loin, mais finalement a eu gain de cause et c'est le fournisseur en fait de solutions qui a dû indemniser en fait le patron d'entreprise parce qu'il n'avait pas pris les bonnes mesures en termes de cybersécurité. Donc d'où l'importance aussi de se faire accompagner et d'avoir des bons acteurs qui peuvent gérer tout clé en main pour vous. Voilà, donc c'est ce que je dirais pour conclure et maintenant on va peut-être ouvrir aux questions. Voilà, absolument. Juste une dernière question quand même, s'il y a des partenaires dans la salle et qui veulent se joindre au programme Cybersécurité 365, est-ce que c'est possible encore? Tout à fait, donc il suffit de nous contacter. Voilà. D'accord, très bien, voilà. Donc, question pour la salle, merci à vous déjà. Oui, voilà, on a une question à gauche. Luc Jean-Analté, je suis banquier et lieutenant-colonel de gendarmerie au commandement cyber à titre réserve citoyenne. Il y a un terme que vous n'avez pas employé, et ça me choque toujours, c'est dans la gouvernance des entreprises, il y a un conseil d'administration et je suis administrateur indépendant. Donc je pense que votre offre doit s'adresser aussi au conseil d'administration, donc je me permets de le rappeler. Et modeste administrateur indépendant pour en savoir plus. Donc je suis un expert en gouvernance, mais je ne vais pas signer des contrats. Comment je peux augmenter mon savoir-faire sur votre offre 365? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. Et je vais vous faire part aussi, c'est un très 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 bon point, je vais vous faire part d'une petite expérience. À un moment donné dans ma vie, j'ai travaillé pour une entreprise et je portais la responsabilité de la DSI
Quand je suis arrivée, en réalité, les DSI avaient tous à cœur de cacher toutes les cyberattaques auxquelles ils étaient attaqués. Ils avaient trop peur de se faire engueuler par la direction et par le conseil d'administration. Et en réalité, j'ai pris le parti totalement inverse en disant non, 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 il faut les montrer. Il faut les montrer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on éveille les consciences et qu'on va bousculer un peu le besoin de développer les budgets nécessaires. Donc c'est un très très bon point et s'adresser au conseil d'administration, je pense que merci aussi de l'idée parce qu'en tant que partenaire Microsoft, je pense que c'est une cible de communication qui peut être très 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 intéressante. Tout à fait. Juste pour compléter aussi, pour dire que non seulement il y a les conseils d'administration, mais on parlait tout à l'heure de cyberassurance, qu'effectivement on est dans une situation qui est assez paradoxale puisqu'on est plusieurs acteurs à intervenir sur le sujet de la cybersécurité. On ne travaille pas assez ensemble. Et donc là, justement, Microsoft est en train de mettre en place des collaborations avec des cyberassureurs pour pouvoir justement mettre en place des protections les plus complètes et les plus intégrées. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, c'est un très bon point que vous soulevez. Et pour répondre à ma question, pratiquement, comment l'association des dirigeants administrateurs d'entreprise peut en savoir plus? Merci. Je pense qu'il y a matière, et ça s'adresse peut-être à Microsoft et comme à nous, en tant que partenaire. Il y a des pôles de formation des administrateurs. Donc on peut très facilement s'adresser aussi à ces entreprises qui forment les administrateurs et les inviter à se pencher sur ce sujet et à se renseigner, bien évidemment. Ouais. On intervient régulièrement, alors sur demande des conseils d'administration, sur deux sujets principaux, l'IA et la cyber. Donc c'est des choses que l'on fait au coup par coup, mais effectivement, on peut réfléchir à comment rayonner de manière plus large. Et je reprendrai peut-être quelque chose qui est arrivé il y a 2-3 ans aux États-Unis. La plupart des boards des conseils d'administration américains sont obligés d'avoir une compétence cyber au sein du conseil d'administration. Ça arrive petit à petit en Europe, mais en tout cas, je pense que c'est une tendance et c'est bien de pouvoir représenter la cyber auprès du board. Une autre question ? Pas de questions? Parfait. Eh bien, dans ce cas-là, il nous reste simplement à remercier les personnes qui étaient avec nous sur cette table ronde. On aura le plaisir de circuler un peu plus dans le salon. Donc, on pourra répondre à vos questions individuelles ou collectives à cette occasion. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Bonne journée.